Chef de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Tidiane Gadio, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est bien connu, hein, vous êtes dans le règlement des conflits en Afrique, mais de façon beaucoup plus souterraine, pour ainsi dire. Aujourd'hui, vous décidez de l'institutionnaliser, pour ne pas dire de formaliser cette démarche que vous avez entamée depuis très longtemps. Mais parfaitement, vous avez bien saisi effectivement la démarche. En réalité, on se dit que beaucoup d'Africains servent leur continent ou leur pays à des niveaux élevés dans le cadre de la diplomatie ou dans la résolution, comme vous dites, des conflits ou développent une expertise avérée dans le domaine de la sécurité, de la gouvernance, de la réflexion stratégique. Mais parfois, quand ils quittent leur fonction, ils quittent tout en même temps. Ils se reconvertissent comme consultants, ils s'occupent d'autres choses, etc. Nous, on s'est dit quand même qu'on est trop jeunes pour prendre la retraite sur ces questions-là. Et l'Afrique a besoin de tous ses enfants. On a beaucoup de choses à faire pour notre continent. On en a la volonté, on en a le désir et on en a l'envie. Donc on a décidé de faire la jonction avec des panafricanistes comme nous, en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique du Centre. Et on a mis en place un institut panafricain de stratégie. On pose un problème fondamental. C'est bon de mettre la gouvernance comme la boussole. Mais aujourd'hui, l'Afrique est menacée dans sa survie, dans ses fondements, avec la crise du Mali. La crise de la RDC, qui est là depuis l'indépendance, depuis 1960. Mais est-ce que les Africains sont prêts à poser les trois paradigmes ensemble? Paix, sécurité et gouvernance et leur articulation. Et ensuite, ne pas simplement subir, réfléchir pour régler ponctuellement, mais avoir une vision stratégique de où est-ce qu'on veut mener l'Afrique dans 20 ans, dans 30 ans, avec tous les atouts dont nous disposons, qui fait que nous sommes le continent choyé par Dieu, choyé par l'histoire, mais qui n'est pas choyé par les hommes, parce qu'il nous faut prendre nos responsabilités en tant qu'Africains. Très bien, alors l'objectif est très bien clair. Maintenant, au niveau de la démarche, vous choisissez de diviser l'Institut en 5 départements, avec 2 plans, 2 programmes. Comment est-ce que tout cela va s'articuler? Par exemple, une fois que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de même que son frère, le président Idriss Déby Itno, de même que le président Issoufou du Niger, Mme Hélène Sirleaf Johnson du Libéria, Mme Joyce Banda de Malawi, tous ces chefs d'État, dès lors qu'ils nous ont apporté leur soutien, ils nous ont aidés à décoller, pour ainsi dire. Aujourd'hui, nous avons fait une très belle inauguration de l'Institut. Ce que nous souhaitons, c'est que dès demain, nous avons appelé une réunion pour créer ce qu'on appelle des task force autour de chaque grand conflit, grande crise en Afrique. Nous allons nous mettre au travail immédiatement. Les Africains savent créer des institutions et après laisser tomber, après le buzz médiatique et tout, ils passent à autre chose. Nous, l'Afrique, c'est notre vie. L'Afrique, c'est notre destin. L'Afrique, c'est notre avenir. Nous croyons en l'Afrique fondamentalement. Nous croyons bien entendu à nos États, au Sénégal, n'est-ce pas, au Mali et aux différents pays. Mais ce que nous disons, c'est qu'il nous faut nous mettre au travail d'emblée. Depuis 6 mois, je me mêle, entre guillemets, de la crise malienne. Parce que pour moi, quand on attaque le Mali, on attaque le Sénégal. On attaque le Niger, on attaque la Mauritanie. Et ce qui est arrivé au Mali est une tragédie africaine d'une ampleur qui n'est pas encore tout à fait mesurée, à mon avis. Donc il nous faut être tout de suite au chevet du Mali, tous ensemble. Nous allons apporter notre contribution de façon, j'espère, intelligente, de façon efficace, parce que nos leaders, ils gèrent tous les problèmes de la nation en même temps. Et en même temps, on leur demande sur les questions de sécurité et de paix d'être eux-mêmes à l'avant-garde. Il faut que les acteurs non étatiques, les cadres africains, les experts africains, apportent leur contribution à nos États. Avant, c'était très joli d'être opposant à vie. D'être contre tout ce que décident les leaders, tous les États. Et un chef d'État m'a dit, la conséquence, c'est que certains cadres ou intellectuels meurent avec leurs belles idées. Et c'est l'Afrique qui en est orpheline, qui en est privée. Donc voilà, nous disons qu'il faut aujourd'hui qu'on se mette au service de notre continent, qu'on aide les décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient du secteur privé, qu'ils soient de différents horizons, qu'on apporte notre expertise de façon désintéressée. Nous ne cherchons pas de l'argent. Si nous voulons de l'argent, nous allons aller dans le secteur privé. Et nous savons défendre, faire de belles consultations et gagner beaucoup d'argent. Ici, nous sommes là pour travailler pour l'Afrique, parce que nous croyons en l'Afrique, nous croyons en son avenir. 1 milliard d'habitants. Le président français est venu nous dire la dernière fois que dans 40 ans, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants, donc plus d'1 milliard de jeunes. Mais qu'est-ce que vous pouvez demander de plus au bon Dieu? Plus d'1 milliard de jeunes, 1/3 des réserves naturelles du monde, or, diamant, pétrole, cobalt, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui nous empêche de décoller? D'avoir une vision stratégique de notre avenir, de faire émerger un leadership entièrement dévoué
à l'Afrique et uniquement à l'Afrique, et travailler à la renaissance du continent et surtout comprendre que le monde des grands ensembles s'est déjà installé. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est les États-Unis. Et l'Union européenne, d'ailleurs, va aussi traîner tant qu'elle ne réglera pas son unité politique. Absolument. Donc l'Afrique doit travailler à faire émerger les États-Unis d'Afrique. Absolument. De toute façon, vous y êtes depuis toujours, notamment sur le dossier malien, mais vous n'avez jamais voulu communiquer là-dessus. Alors aujourd'hui, le cadre formel existe. Alors quelle nouvelle approche vous allez mettre en place justement pour changer de ces discours qui n'apportent rien à la fin? C'est-à-dire que la force d'une médiation ou d'une médiation qui a des chances de réussir, c'est de jouer aussi avec le volet discrétion, confidentialité et tout ça. Nos États ont lancé une stratégie. Après plusieurs difficultés pour maîtriser la situation malienne, ils en sont arrivés à ce que nous, on avait souhaité dès le départ. La fermeté et l'offre de dialogue. Ce processus est maintenant en cours. Nous allons apporter notre contribution. Maintenant, au niveau de l'IPES, vous l'avez noté, en dehors des 5 départements, nous avons lancé ce qui peut être considéré comme une innovation, 2 programmes spéciaux. Un programme qui met en scène les femmes africaines parce qu'elles ont un rôle spécifique, un rôle important à jouer dans les médiations. On nous a raconté une très belle histoire quand nos frères congolais, pendant des mois, ont discuté, n'ont pas pu s'entendre. Quand on a amené les femmes ont dit que les hommes sortent, laissez-nous gérer ça. Elles sont entrées dans la salle, elles ont parlé à leurs frères, les chefs de guerre, les leaders politiques, souvent ce sont des hommes, ils leur ont parlé. Et ils se sont mis à pleurer. Et l'accord a été quasiment signé assez rapidement. Donc ce que nous disons, c'est que les femmes ont un apport, un rôle spécifique. Parce que les femmes savent donner la vie. Elles veulent protéger la vie. Les hommes, quelque part, sont des prédateurs. Ils ont moins peut-être de préoccupations. Quelque peu. Alors, le deuxième aspect, c'est qu'on est en Afrique. Les Chinois s'appuient sur leurs valeurs ancestrales, les Indiens sur leurs valeurs ancestrales. Qu'est-ce qui nous empêche de nous appuyer sur les valeurs ancestrales africaines qui font que quand on sent un conflit naître entre 2 maisons, comme on dit, nos parents mettaient, nos pères, nos grands-pères mettaient leurs chaussures pour nuitamment régler le problème le lendemain. Donc intercession préventive, médiation par ce que nous appelons un comité de sages. C'est-à-dire remettre au travail des personnes qui ont accumulé 50 ans d'expérience, 60 ans d'expérience, leur dit venez travailler, venez encore aider l'Afrique parce qu'on a besoin de vous. Très bien. Alors, Cheikh Tidiane Gadio, nous allons aborder un point de l'actualité nationale. Il s'agit de cette polémique autour de l'enquête sur l'enrichissement illicite. Comment est-ce que vous vivez tout cela? Écoutez, moi je prie pour mon pays, pour qu'effectivement le Sénégal continue d'être une sorte de laboratoire. Vous savez, avec le M23 sénégalais, malheureusement piraté par l'autre M23 du Congo, nous, mais franchement, nous, notre M23 n'était pas violent. Nous avons mené un combat démocratique et nous avons eu gain de cause. Donc, ce pays-là est un laboratoire. Et aujourd'hui, on a eu quand même en 2000 des audits qui ont été faits. L'inspection générale d'État a fait son travail. Et après, il y a eu beaucoup de polémiques dans l'utilisation de ces audits. Aujourd'hui, le président Macky Sall a annoncé un certain nombre de principes liés à la bonne gouvernance et il souhaite que les Sénégalais soient édifiés sur la manière dont les ressources ont été gérées. Honnêtement, je ne crois pas que même les membres de l'opposition soient opposés à ce principe. Mais justement, il parle d'acharnement. Justement, il faut tout faire pour éviter à tout ce qui ressemble à de l'acharnement, tout ce qui ressemble à règlement de compte, peut-être, règlement de compte, attaque ciblée. Il faut tout faire pour que les formes soient sauvées autant que faire se peut. Parce que le débat est plus profond que ça. J'ai dit, moi, j'ai eu la chance de gérer les ressources de ce pays. Pendant 10 ans, j'étais aux affaires étrangères. J'ai commencé avec un budget de 19 milliards, j'ai terminé avec un budget de 43 milliards. Si on fait le total, on n'est pas loin de 300 milliards. Je suis tout à fait à l'aise. Je l'ai dit il y a 3 ans, je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition radicale, je le dis aujourd'hui. Je suis à l'aise et serein avec moi. Vous êtes prêt à aller répondre aux enquêteurs? Mais plus grave que ça, plus grave que ça. Ça dit, j'ai fait déjà une anticipation en disant que sur les 300 milliards, je n'ai pas pris 1000 francs CFA pour le mettre dans ma poche. Donc si moi, on voulait m'auditer, si véritablement, parce que d'abord, parfois ça commence par des soupçons. Alors si on est soupçonné, moi apparemment je ne suis pas soupçonné et je remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas... J'avais d'autres priorités. J'avais le combat pour l'Afrique, défendre mon pays, la diplomatie du Sénégal. Je n'étais pas venu pour m'enrichir. Alors maintenant, si vous vous êtes soupçonné de vous être enrichi avec les deniers des Sénégalais, vous-même vous voulez, comment on dit,
Redorer le blason. Redorer votre blason. Oui. Vous avez intérêt à ce que la vérité se manifeste. Absolument. La manifestation de la vérité n'est pas uniquement pour ceux qui ont accusé, mais c'est ceux qui sont accusés qui en ont peut-être plus besoin. Absolument. Donc si on fait tout ça dans le calme et la sérénité, et si nos compatriotes arrêtent d'être contradictoires, ils veulent qu'on audite, et parfois ils ne veulent pas qu'on audite. Ils disent mais tel, il doit être audité. Pourquoi on ne l'audite pas? Alors quand on l'audite, ils disent mais pourquoi on audite tel et on n'audite pas un autre, etc. Laissons la justice de ce pays faire son travail dans la sérénité, dans le calme. L'intérêt de tous les Sénégalais, soupçonnés ou pas soupçonnés, accusés ou pas accusés, c'est que tout cela aboutisse à des résultats concrets. Pourquoi? Pour que les enseignements soient quoi? Que ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est nous, par exemple, la coalition Benno Bokk Yakaar, qui sommes au pouvoir, de fait, que nous soyons conscients que ce qui se passe avec certains qui sont accusés, demain, on pourrait connaître absolument le même processus et que les générations futures qui vont diriger ce pays sachent que même si vous faites quelque chose dans l'ombre, la lumière vous suivra, vous traquera et que tôt ou tard, vous rendrez compte de comment vous avez géré notre argent, nos deniers publics. Et ça, je pense, c'est une très bonne culture pour la future gouvernance de ce pays. Merci beaucoup, Excellence. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien chef de la diplomatie sénégalaise, fondateur de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité, gouvernance. Je rappelle qu'il s'agit d'un centre panafricain indépendant de réflexion stratégique, de formation, mais également d'action, d'initiative et contribuant tout cela à la renaissance africaine plein sud.